Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre bulletin d'information à la sauce estivale. Nous sommes le jeudi 1er août 2024. Vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Alors vous le savez, malgré notre dossier sérieux et la ferveur populaire, Le Média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Mais nous ne lâchons pas le combat et nous engageons un recours. Après le renouvellement de CNews, 6 chaînes sur 15 au groupe Bolloré ou encore l'arrivée de Réel TV, chaîne du milliardaire Kretinsky, nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Vous rêvez d'une autre information sur la TNT ? Nous aussi, c'est parti pour le Flash Info. Que se passe-t-il en Macronie ? Sont-ils en train de nous la mettre à l'envers en pleine période de trêve politique ? Alors on vous en parlait déjà hier, Emmanuel Macron et ses ministres supposément démissionnaires ne semblent pas vouloir prendre en compte les résultats des législatives. A l'inverse même, ces derniers qui ne devraient en théorie que s'occuper des affaires courantes ou urgentes tout au plus, veulent faire plus. Merci à eux, mais non merci. Ainsi Bruno Le Maire, ministre, démissionnaire, je le rappelle, est en train de rédiger les fameuses lettres plafond qui fixent les crédits attribués à chaque ministère. Comme s'il était encore légitime, l'ancien locataire de Bercy s'apprête à annoncer, selon le groupe Canac au Sénat, des milliards d'économies pour le budget 2025. Toujours, selon le groupe d'opposition, il faudrait compter au moins 5 milliards d'euros sur les ministères et 2 milliards sur les collectivités territoriales. Un budget qui pourrait passer si le président décidait de faire usage de l'article 16 de la Constitution. Si vous ne savez pas ce que c'est, cet article de notre merveilleuse Constitution confère les pleins pouvoirs au chef de l'État. Autre exemple criant, Emmanuel Macron a proposé, dans une lettre du 25 juillet dernier à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le nom de Thierry Breton comme commissaire européen pour la France, un nom qui devrait normalement ressortir d'une discussion à minima avec le gouvernement. Et bien sûr, je ne parle pas de l'actuel gouvernement, mais du prochain qui aurait dû être constitué. Dans la foulée, le gouvernement a recasé, nommé et transféré de nombreux ministres ou cadres de la Macronie démissionnaires à d'autres postes clés du paysage politique. Je pense par exemple à Gérald Darmanin, qui bataille depuis plusieurs semaines pour que son directeur de cabinet Alexis Brugère soit nommé directeur général de la police nationale, mais aussi par exemple de la nomination le 26 juillet de Patrick Messonave comme nouvel ambassadeur en Arabie Saoudite. Enfin, on peut parler des nombreux décrets adoptés début juillet. Après les résultats des législatives, le gouvernement supposément démissionnaire a refait passer des décrets sur l'immigration ou encore le repos des saisonniers pour les vendanges, souvenez-vous. Des prises de pouvoir de plus en plus fréquentes, dénoncées par le NFP qui continue à appeler à la mobilisation pour l'accession de Lucie Castet au poste de Première ministre. On écoute Antoine Léaumont là-dessus. Sur Lucie Castet, comment vous dites vouloir contraindre le président de la République à la nommer à Matignon ? Par quels moyens ? Est-ce qu'une mobilisation dans la rue, par exemple, ça fait partie de vos possibilités ? Bien sûr. Des choses que vous envisagez ? Bien sûr, mais c'est pas à nous d'en décider depuis un bureau en disant « Allez, maintenant c'est l'heure de la révolution », c'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous appelez à la révolution ? Mais non, on n'appelle pas à la révolution. Je suis en train de vous dire que précisément, ce qui s'est passé, par exemple, en 1936, c'est qu'il y avait des grandes mobilisations populaires pour demander l'augmentation des salaires, pour demander l'application du programme du Front populaire. Là, nous sommes dans une situation où le président de la République, de manière autoritaire, décide de faire autre chose que le résultat des urnes. Monsieur Macron a dissous, il a dit qu'il fallait une respiration démocratique. Il y a eu une respiration démocratique, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, et monsieur Macron refuse d'entendre la respiration démocratique. Eh bien, à un moment donné, il doit céder ou s'en aller. Et ça deviendra, lui, le problème dans notre pays. La candidate NFP est par ailleurs sous le feu de nombreuses critiques pour, tenez-vous bien, avoir pris des jours de congé payés pour son travail à la mairie de Paris. 5 nouvelles instructions pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor. Les plaintes avaient été classées sans suite pour prescription, mais les plaignantes ont décidé de passer à la constitution en partie civile. Contacté par Libération, le parquet de Nanterre confirme que 2 juges d'instruction ont été saisis le 19 juillet 2024 de ces plaintes avec constitution de partie civile dans le cadre d'informations judiciaires ouvertes pour viol et viol aggravé et sont donc chargés des investigations concernant ces faits. 19 témoignages ou plaintes de femmes dénonçant des viols, agressions ou harcèlements sexuels ont été classés sans suite à l'issue d'une enquête préliminaire ouverte en décembre 2021.
Le ministère public avançait la prescription ou la faute de preuve. 22 femmes accusaient l'ancien présentateur de TF1 devant la justice. D'autres témoignages se sont aussi accumulés contre lui. Libération raconte que l'avocate des plaignantes, Corinne Herman, a fait valoir que la prescription ne pouvait être retenue. Je cite, « Dans cette affaire, ce qui est important est cette cascade de faits reliés entre eux par un même mode opératoire et un même auteur présumé. PPDA est présumé innocent, mais les faits dénoncés se suivent de telle manière que chacun interrompt le cours de la prescription pour le fait précédent. » Patrick Poivre d'Arvor a reconnu avoir eu des relations sexuelles ou non avec certaines des plaignantes et témoins, mais a toujours nié en bloc l'absence de consentement. Il a été mis en examen lundi 18 décembre après une accusation pour des faits de viol de la journaliste Florence Porcel en 2009. Cette information judiciaire pour viol a été élargie en février dernier à 2 autres viols et une agression sexuelle dénoncée par 3 femmes. Cette nouvelle instruction, après le classement sans suite, est une nouvelle étape pour les victimes. Je cite, « Hier que nous 5, nous sommes enfin pris au sérieux et qu'il va y avoir quand même une instruction me donne beaucoup d'espoir. J'attends ça depuis 1985, raconte à Libération Marie-Laure Eudes Delattre, une des plaignantes. Il y a 40 ans, sa plainte avait été refusée par la police. Car c'est un parcours du combattant pour ces nombreuses femmes qui racontent toutes les mêmes faits avec, à l'époque, le même présentateur star de TF1. Selon elle, tout le monde savait, on leur disait de ne pas monter dans l'ascenseur avec lui, c'était un dragueur. Les témoignages publics se sont multipliés après les premières accusations de l'artiste Florence Porcel. Souvent, des très jeunes femmes, dans l'univers professionnel où PPDA jouissait de sa notoriété, des violences sexuelles accompagnées d'une grande déshumanisation, témoignent ces femmes sans parler des énormes conséquences pour leur vie privée. Plusieurs ont dénoncé l'omerta autour de Patrick Poivre d'Arvor pendant ces nombreuses années. La fameuse libération de la parole est finalement une libération de l'écoute. Pendant que la plupart d'entre vous est en train d'apprécier les Jeux Olympiques, la planète continue de se mourir. Notre dette écologique, elle se creuse, car aujourd'hui c'est le jour du dépassement. Ce jeudi 1er août 2024 marque le jour à partir duquel l'humanité a consommé l'ensemble des ressources naturelles que la Terre peut produire en un an. Ça fait 8 ans maintenant que cette journée symbolique, imaginée par l'ONG américaine Global Footprint Network, tombe autour de fin juillet, début août. En 1970, ce jour tombait le 29 décembre, puis le 24 décembre en 1980. Les pays riches du Nord sont largement pointés du doigt pour cette dégradation. L'ONG américaine estime, par exemple, que si tous les pays du monde consommaient comme la France, le jour du dépassement tomberait plutôt autour de début mai. Si tout le monde consommait comme les États-Unis, le seuil serait atteint le 15 mars. Global Footprint Network a mis en place une méthode de calcul comprenant d'un côté les émissions de CO2, la production de viande, les surfaces agricoles ou encore la production d'électricité, et calcule de l'autre côté toutes les ressources naturelles que la Terre peut en produire en un an. Une méthode évidemment faillible, car la capacité de production des sols dépend de facteurs difficilement maîtrisables et calculables, comme la météo. Mais ces indicateurs servent surtout pour faire de la pédagogie sur les limites planétaires et que notre consommation, notre surconsommation de ressources naturelles risque d'abîmer l'équilibre entre la biosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère. On vit depuis plusieurs années à crédit et la banque ne va pas tarder à nous virer, explique Natacha Gondran à Libération. Pour régler le problème de la vraie dette, la dette écologique, pourquoi ne pas créer de nouvelles formes de monnaie écologique, comme le suggère l'économiste Christian Amsberger, ou encore une monnaie fondée sur notre empreinte écologique et les limites planétaires. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Vous le savez, notre candidature à la TNT, portée par une alliance inédite de médias indépendants, mais aussi par les 4000 sociétaires de notre coopérative, a été rejetée par l'Arcom, et ce, malgré un dossier solide, original et financé. Alors même que nos médias étouffent sous la domination oppressive de milliardaires, l'Arcom choisit le statu quo. Le groupe Bolloré conserve 6 fréquences sur 15 et bien entendu la CNews multi-condamnée demeure. L'Arcom préfère aussi offrir un canal au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui s'est enrichi dans les rachats de centrales à charbon hyper polluantes et qui depuis se constitue un empire sur le modèle classique fondé sur l'hyper-concentration médiatique comme avec Marianne, Elle ou Franc-Tireur. Bref, tout change. Mais rien ne change. Aucune solution n'est apportée au problème de concentration, de manque de pluralisme et de diversité des médias TV présents sur ces fréquences qui nous appartiennent à tous et à toutes. Mais le média n'est pas seul. Fort d'une puissante dynamique citoyenne, nous allons tout à la fois renforcer notre projet éditorial et conforter notre modèle, mais aussi engager très vite un recours. Nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences
TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Force à nous et force à vous qui nous regardez, qui nous partagez, qui nous aimez et qui nous financez. Belle journée sur le Média.